Allô Karine, Salut Nico. bienvenue à la maison. Merci. Super content de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté la première invitation podcast hors focus. Ouais, un peu de fébrilité aujourd'hui de lancer officiellement. Et ça faisait un petit moment que je voulais le faire, ça fait un moment que j'en parle, mais voilà, sans prendre j'allais dire le risque, c'est pas vraiment un risque, mais en tout cas, c'est vraiment gentil à toi d'avoir accepté de servir de cobaye. Tout un Je honneur, savais que ça vraiment. serait toi ma première invitée. Je t'ai fait venir aujourd'hui parce que la chaîne Hors Focus, je veux qu'on essaye de créer des documentaires, de la balado sur des gens qui nous allument un petit peu. Je t'avais expliqué le concept. Et je voulais qu'on parle un petit peu de cheminement personnel, de bienveillance, de travail spirituel, etc. avec toi. Ça fait des années qu'on se connaît, que tu chemines là-dedans. Tu m'as beaucoup appris aussi avec les cours de yoga et tout ça. Donc c'était une façon à moi de repartager un peu tout ce que j'ai appris. Tu as beaucoup cheminé pour en arriver là, quand même, aujourd'hui. Moi, je t'ai connu il y a quelques années et tu n'étais pas encore dans ce cheminement personnel-là, ou en tout cas, moi, je le connaissais pas comme ça. Je l'ai découvert avec le yoga. Est-ce que tu as toujours été comme ça? T'étais une enfant comment, en fait? Est-ce que tu étais déjà un peu spirituel ou est-ce que tu t'es découvert? Mais en fait, spirituel, oui, parce que j'étais très, très jeune. Mes parents, bon, on est catholiques, on était catholiques, du moins, mais on n'était pas pratiquants, là. Donc, tu sais, je connaissais notre Père comme prière. On allait une fois à la messe, c'était à Noël. C'est pas mal déjà. Oui, quand même. Mais moi, très, très jeune, je me souviens, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans, je priais le soir avant de m'endormir. J'avais déjà cette connexion-là avec Dieu, avec la source, peu importe comment on l'appelle maintenant. Qu'est-ce qui résonne pour nous. Puis je me souviens, très petite, je me souviens plus non plus l'âge exact, mais peut-être 9, 10 ans, j'avais vu des petits Bouddhas à un moment donné. Je magasinais avec ma mère, puis je lui avais demandé ça comme cadeau de fête ou Noël. Je savais même pas c'était qui, ce gros bonhomme rouge, cette figurine, mais c'est comme si elle m'interpellait. Mais c'était tout ce que je connaissais de la spiritualité. En fait, je connaissais Jésus, puis tu sais, ce qu'on nous enseigne dans la religion. Mais ça a été beaucoup plus tard, en tant qu'adulte, en tant que femme, que j'ai décidé volontairement de m'y plonger. Même si je me souviens, je vais te le partager, aux alentours de 15 ans, à un moment donné, j'avais acheté le livre Conversation avec Dieu. Puis je me souviens que j'avais eu des conversations avec ma grand-mère sur Conversation avec Dieu, qui ma grand-mère était très pieuse à l'époque. Puis je me souviens qu'à 15 ans, mes amis me regardaient puis me disaient « C'est quoi cette affaire-là que tu lis présentement? » Mais moi, j'avais comme cette attirance-là vers la spiritualité ou vers cette compréhension-là de la vie. Donc, Est-ce que tu étais une petite fille, tu bougeais tout le temps ou est-ce que tu étais plus dans les bouquins? C'était quoi ce que très tu aimais jeune, faire? je bougeais beaucoup. Je n'étais pas hyper active, mais tu sais, mon père avait un trapèze dans le garage. Puis même quand je pense aujourd'hui, ça m'étonne. On avait un vieux garage avec une slab de ciment. Puis il y avait un vieux trapèze que mon grand-père à l'époque avait installé, puis mon père avait gardé. J'étais tout le temps rendue sur le trapèze. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas de coussin, rien en dessous. Puis j'étais tout le temps en train de faire des cabrioles. Pendant des années, faire des cabrioles, Donc le air yoga, finalement, aujourd'hui, c'est une deuxième nature. Exactement. C'était très, très, très Tu t'es naturel. entraîné J'étais déjà. tout le temps en train d'être sur la tête, sur un bras, sur une jambe, bref. Donc oui, j'étais très active. J'avais vraiment besoin de bouger beaucoup. Je viens de l'univers de la danse. Donc, j'ai dansé pendant très, très, très longtemps. Ensuite, j'ai enseigné la danse jusqu'à ce que j'aie mes enfants. Après ça, il y avait moins d'espace dans ma vie. Et justement, donc tu as eu tes enfants, tu as deux filles. Est-ce que ce que tu m'avais déjà dit chez toi, c'était comme une espèce de but de vie d'avoir des enfants? Les enfants, ça grandit forcément au bout d'un Ouais. moment. Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi et une envie de te retrouver un peu plus après ça? Mais oui, c'est qu'en fait, moi, au secondaire, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je ne savais pas trop, là. Je savais que j'avais un intérêt pour les communications, pour les relations humaines et tout ça. Mais moi, j'étais tellement focus sur l'idée d'avoir des enfants que c'était juste ça qui m'allumait. Moi, je voulais des enfants, je voulais des enfants. Donc oui, je suis allée faire des études en communication, radio-télé. Je me cherchais tellement jusqu'à ce que j'aille mes enfants. Sauf que pendant ce temps-là, je ne m'étais pas posé de questions professionnelles. Tu sais, j'y allais avec les idées et les projets du père de mes enfants à cette époque-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'étais pas nourrie, mes enfants grandissaient. Puis j'étais comme, OK, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'allume? Je suis qui, moi, au final, tu sais? Et qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Tu aurais pu aller dans n'importe quelle autre sphère, activité, mais pourquoi tu t'es rendu là, à ce moment-là?
Bien, j'avais vu une publicité, là, pas une publicité, mais une de mes amies, connaissances de mon patelin des Cantons de l'Est, qui partageait quelque chose sur une compagnie de marketing de réseau, sur le corps en mouvement et tout ça. Parce qu'on l'a pas dit, t'es prof de yoga, j'aurais pu commencer par là. Oui, je suis prof de yoga maintenant, c'est ça. T'es coach aussi. Je suis coach en accompagnement spirituel aussi et holistique, et je suis entrepreneur. Je suis une femme, ça, j'ai toujours su que l'entrepreneuriat ferait partie de ma vie, mais je ne savais pas dans quelle sphère. Okay. Puis c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu cette femme super inspirante qui était aussi entrepreneur et qui faisait travailler son corps pour avoir son gagne-pain, qui construisait sa vie comme ça, que j'ai fait comme « Oh mon Dieu, c'est ça que moi je vais faire. » Parce qu'à cette époque-là, je vais juste me ramener, ma plus jeune avait 2 ans et demi. Puis j'ai vécu le syndrome de la page blanche. Je me disais, ben qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, c'était vraiment, OK, je suis rendue à une période de ma vie où mes enfants grandissent. Il faut que je me trouve professionnellement, là. Il faut que je fasse ma vie. Ouais. Donc, tu as commencé d'ailleurs, quand on s'est connus, tu avais une garderie à l'époque? Oui, parce que je voulais bâtir mon entreprise, mais je savais que financièrement, j'avais besoin de stabilité. Donc, Mindy, ma plus jeune, avait 2 ans et demi. J'ai décidé d'ouvrir une garderie pour avoir un salaire fixe. Et le matin, je me levais 4 heures le matin, 4h15 pour bâtir mon entreprise. Après ça, les enfants se levaient, je faisais mon workout. Après ça, c'était l'arrivée des enfants de garderie à la sieste. Je continuais avec mon entreprise. Les enfants partaient de la garderie, c'était mon chiffre de maman avec mes 2 filles. Mes enfants se couchaient, je refaisais un autre stretch, je dormais. Et ça a été comme ça pendant 2 ans et demi de temps pour réussir à bâtir mon entreprise en même temps qu'avoir ma garderie. Et cet équilibre-là, du coup, tu l'as trouvé... La garderie, ça a duré un certain temps, mais tu savais que ce n'était pas vraiment encore ton but en soi, quoi. Oh, je savais que moi, la garderie, c'était tout simplement... Un step, oui, c'est ça, un step pour arriver à mes fins. Puis ça, je le savais depuis le début. Je me donnais 2 ans et demi. J'avais vraiment un plan stratégique bien pensé. Je me donnais 2 ans et demi pour y arriver jusqu'à ce que ma plus jeune entre à l'école pour après ça vivre de mon entreprise du corps en mouvement. Okay. Donc là, tu as ouvert Kalian Studio, qui existe encore, qui est à Chambly. Tu continues à être coach à côté de ça. Ce qui est drôle dans ton approche, puis moi, c'est ce que j'aime bien, c'est quand j'ai commencé le yoga avec toi, par exemple, c'est que tu n'as jamais dissocié les deux. Toi, le corps en mouvement et l'esprit, c'est hyper important pour toi. Puis ça se sent, tu as une espèce de bienveillance pour ta communauté, pour les gens qui t'entourent, pour tes amis. Je me suis souvent dit que si un jour je devais faire du yoga ailleurs, ça serait difficile de retrouver la même chose que je retrouve avec toi. Mais peut-être parce qu'on se connaît bien aussi maintenant dans la vie. Comment tu as cheminé vers ça? Parce que je trouve, en fait, ma question est difficile, mais c'est je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont déconnectés aujourd'hui, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ou qui sont prêts à faire 4 heures de voiture par jour pour aller travailler, mais qui ne se rendent pas compte que c'est finalement pas ça la vraie vie. Comment on ouvre les yeux là-dessus, pour ces gens qui sont un peu perdus? Bien, malheureusement, ou heureusement, là, je vais le dire comme ça, quand ça arrive, on se sent éteint, littéralement. On a des émotions vraiment très, comment je pourrais dire, très basses au niveau des vibrations. Tu sais, on se sent, là, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'énergie, on se sent tout le temps fatigué. Le corps est fatigué, le corps souvent a mal, le cœur a mal, l'esprit a mal. Il y a vraiment comme un mal-être, je dirais. Il y a comme un chaos qui s'installe quand on n'est pas du tout aligné et quand, comment je pourrais dire, comme l'énergie de la vie, de qui on est vraiment, de notre essence, n'est pas bien répartie dans notre être parce qu'on ne le sait pas, on ne l'alimente pas. C'est comme s'il se crée une espèce de vide intérieur. Donc tu dis que en fait, le corps peut avoir une sensation de fatigue, mais en fait parce que le cerveau et les émotions ne sont pas alignés, donc c'est le corps qui ramasse finalement. Tout à fait. Okay. Souvent, puis c'est pour ça que moi j'ai commencé avec le corps en mouvement. Moi j'ai commencé en fitness. Tu sais, avant d'ouvrir mon studio, là, j'ai quand même fait 3 ans et demi. C'était juste du fitness. Je louais un local à Chambly. Je n'avais pas mon studio encore. Je n'étais pas dans la voie du yoga. Je n'étais pas dans la spiritualité à ce moment-là. C'était juste le corps, le corps, le corps. J'allais chercher l'exutoire au niveau émotionnel et psychologique. Puis j'inspirais ma communauté à faire la même chose. Ça a été comme la porte d'entrée. Ouais. Puis après ça, il y a eu le yoga qu'on peut toujours passer par le corps en mouvement, mais il y a aussi après ça l'avenue de la sphère psychologique et spirituelle. D'ailleurs, les gens vont souvent chercher l'exutoire dans les salles de sport. Parce qu'on entend souvent ça que le soir, les gens ils ont besoin d'aller faire leur heure de gym. Mais on entend plus rarement justement l'espèce de besoin de faire... la méditation, ça vient un peu plus à la mode aussi maintenant. Mais c'est intéressant, effectivement, de ne pas dissocier les deux nécessairement. Non, puis souvent, on est coupé.
On est coupé, on fait vraiment une coupure entre là et là, mais on oublie que tout est interrelié. Puis à un moment donné, lui, il se met à parler très, 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 très fort parce qu'on est complètement déconnecté. Donc, quand il se met à parler fort, on commence à avoir des malaises, on commence à avoir de la douleur, des maladies même à la limite, parce qu'on n'est pas connecté. Dès qu'on recommence à se connecter puis qu'on écoute le corps, bien là, il y a un alignement plus naturel qui va s'installer. Est-ce qu'on guérit tout? Non, absolument pas. Là, il faut beaucoup plus de travail, puis c'est le travail d'une vie. Mais ça commence souvent par la connexion. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que par exemple, pour des gens qui ne sentiraient pas qu'ils sont déconnectés, parce que quand on est déconnecté, souvent, on ne le sait pas. Donc, c'est des signes qui pourraient finalement être facilement repérables. Ouais. Quand tu commences à te sentir un petit peu comme ça, c'est que souvent, déjà, il y a quelque chose que tu dois régler mentalement, en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, effectivement. Le corps, il nous donne toutes les informations tout le temps. Mieux le corps se sent, bien mieux l'être se sent aussi, parce que c'est comme le corps, c'est comme il est en réponse à qui on est, en réponse à comment on se sent aussi intérieurement. Le corps, c'est lui qui va exprimer tout ça, tu sais. Il y avait, dans ta formation, tu as dit que tu étais coach et tout ça, mais je voulais que tu nous parles un peu de... Il n'y a pas très longtemps, tu as passé un nouveau diplôme, en fait, pour faire de la thérapie holistique. Oui. C'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est quoi le holistique? OK. Holistique, c'est pour l'ensemble de l'être. Donc, c'est pas juste au niveau du mental, c'est pas juste au niveau du physique, c'est vraiment l'ensemble de l'être. Donc, c'est prendre l'être dans son ensemble, non seulement l'être qui vit dans son corps, mais l'être qui vit dans sa vie aussi, avec tous les éléments de sa vie et de qui il est. Donc, c'est de le voir au niveau énergétique, physique, spirituel, émotionnel, au niveau de son âme. Donc, c'est vraiment l'ensemble, la globalité de l'être. OK. Et toi, concrètement, comment tu l'appliques quand quelqu'un vient te voir, par exemple? Oui. Bien, la technique s'appelle la kinésiologie holistique. On se sert d'un test musculaire, en fait. Puis, on se sert vraiment des inconscients. Mon inconscient se connecte à l'inconscient de l'autre personne. Puis, c'est très difficile à expliquer comme ça, là, sans visuel, mais j'ai un énorme cartable de données. Et le test musculaire nous amène dans les données parfaites pour le client, des données à dégager ou des données à conscientiser. C'est souvent à travers la prise de conscience qu'on se libère de certaines choses. Donc, c'est beaucoup là-dedans. Là. C'est pas une thérapie manuelle, c'est une thérapie psycho-émotionnelle. Donc, il faut quand même croire à l'énergie qui nous entoure. Il faut quand même être un petit peu ouvert à ça aussi pour venir te voir, pas nécessairement, mais en tout cas... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'énergie qui nous entoure non plus. Ça, oui. C'est un grand sujet qu'on a souvent. Oui, tout à fait. On a souvent tous les deux. Oui, mais tu sais, les gens qui ne croient pas, ils ne vont pas venir me voir. Tu sais, il faut qu'il y ait un minimum. Puis la personne, mettons, qui vient s'installer devant moi, qui est sceptique, l'inconscient va faire son travail de toute façon, même si la personne est sceptique. Juste des fois de nommer des choses, le travail va se faire naturellement, qu'on le veuille ou non. T'sais. Ça te pose des problèmes dans la vie de tous les jours d'être comme ça? Est-ce que il y a des gens qui te craignent, craignent c'est un grand mot, mais à qui tu fais un peu peur parce que je sais que... on peut en parler d'ailleurs, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, ouais. Et on a eu cette discussion 1000 fois tous les deux sur le fait de s'afficher, qu'à partir du moment où tu t'affiches, c'est aussi prendre le risque que les gens te critiquent. Tout à fait. Puis les gens sont très forts pour critiquer sur les réseaux sociaux, ouais. C'est très facile. Comment tu deals avec ça? Parce que je le sais, tu as déjà été traité de toutes sortes de sorcières, parce que ouais. tu... J'avais une secte et compagnie. Ouais. Tu as une belle secte quand même. Oui, super belle secte, j'en suis très fière d'ailleurs. Mais au début, ça a été vraiment difficile parce qu'au début, j'avais pas forgé la femme que je suis maintenant avec l'estime que j'ai, la confiance. J'ai toujours eu beaucoup d'estime, beaucoup de confiance. Ça vient aussi de mon enfance. Mes parents m'ont toujours beaucoup valorisée. Ma famille aussi et tout ça. Mais il y a un moment, quand tu rentres dans ta vie d'adulte, il y a certaines expériences que tu vis qui viennent ébranler tout ça un peu. Donc, quand je suis entrée dans l'univers des réseaux sociaux, j'étais pas solide. Il y a des fois que ça m'a vraiment rentré dedans, là, pas à peu près. Il y a des gens qui se sont éloignés, il y a des messages que j'entendais qui me blessaient profondément. Les gens, tu sais... C'est très gratuit. Là. On y va tous un peu par obligation, en fait, sur ces réseaux sociaux, parce qu'on est tous à notre compte, on a besoin de travailler, donc souvent, il faut quand même qu'on affiche un petit peu ce qu'on fait. Mais tu as cette force-là, justement, d'être capable maintenant d'y aller de façon très frontale. Ouais.
sans trop te poser de questions sur le qu'en dira-t-on en fait. Dans le fond, je me pose jamais de questions. Mis à part, la seule question qui est toujours omniprésente, c'est est-ce que je vais nuire à quelqu'un? Tu sais, il y a toujours ça qui m'importe parce que ça, c'est pas où est-ce que je veux aller jamais. Ceci étant dit, je veux assumer la femme que je suis à chaque jour parce que je suis le produit du produit de ce que je propose. Donc, si je veux proposer justement l'estime de soi, bien, il faut que je la représente aussi. Si je veux proposer le bien-être, la voie spirituelle ou l'acceptation de soi, bien, faut que tu sais, c'est ça, faut que je l'installe dans ma vie et sur les réseaux sociaux, c'est ça. Puis j'y vais même avec un ton un peu provocateur par moment, parce que c'est par la provocation douce, je pense, que des fois, on va éveiller des choses. Des fois, quand les gens ils vont venir pour réagir, ils vont peut-être plus se poser des questions. Peut-être que non pour certaines personnes, puis que ça ne va jamais résonner. Moi, là, j'ai des gens à tous les jours qui se désabonnent de mes pages. Mais j'ai à peu près 1500 demandes d'amis qui attendent. Tu sais, fait que, je veux dire, c'est même pas... Dans le sens, c'est... Souvent, on prend ça très personnel au début. Moi, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, il y a 10 personnes qui se sont désabonnées suite à ma publication. Tu sais, mais des fois, je savais que j'allais un peu hors route, un peu, ou hors zone, hors focus. Tu sais, donc, je savais que je m'en allais dans un chemin où c'est pas tout le monde qui était prêt à entendre ça, qui était prêt à voir ça, ou que l'exposition de mon corps, de la façon que je le fais en tant que femme, ça venait challenger, hein, ça vient nous jouer un petit peu à l'intérieur de nous sur nos complexes, sur justement les points qu'on a à travailler. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse, même si j'allais perdre des gens sur les réseaux sociaux. Puis on a l'impression que les réactions des gens, là, les pouces, les j'aime, bien, c'est des gens que c'est de l'amour, là, en fait. C'est rien de ça, là. Oui, il y a des gens qui peuvent affectionner, tout ça, mais ça ne représente pas qui t'es. Oui, mais je me fais un peu l'avocat de ces gens-là, par exemple. Ouais. Tu sais ce que j'en pense, mais en tout cas, oui. Je me dis que souvent, depuis que j'ai commencé le yoga, par exemple, je trouve que le yoga est devenu tellement à la mode. Ouais. Tellement à la mode que sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en est emparé. De la jolie fille qui fait du yoga, il y en a partout. On a fait des vidéos ensemble, donc on a cherché des idées. Tu te rappelles sur quoi on est tombé? Il y a des choses, c'était même plus du tout dans le yoga. Je te parle même pas du spirituel, mais... Donc, tu vois, c'est un petit peu tout ça. Et est-ce que les gens qui te voient t'afficher se disent, bah, encore une de plus? Ah, peut-être. Tu vois? Donc, c'est aussi je trouve que les gens ne cherchent pas nécessairement à comprendre qui est derrière le réseau social. Tu vois, c'est pas... Puis c'est pour ça que je me permets par moment de faire des publications un peu plus intimes, je dirais, un peu plus vulnérables pour exposer vraiment qui je suis puis qu'ils comprennent. Puis c'est pour ça que depuis 8 ans, je partage un peu mon histoire, mes bons coups, mais aussi mes moins bons coups, puis les moments où, tu sais, j'ai déposé le genou à terre, puis où j'ai pas fait des bons choix, où j'ai pas eu des bonnes idées, puis tout ça, pour que je démontre que je suis humaine comme tout le monde puis que ça rejoigne des gens, tu sais. Mon objectif, c'est de rejoindre des gens le plus possible pour l'éveil des consciences puis que les gens se connectent à qui ils sont vraiment. C'est ça mon objectif. Et c'est important, c'est drôle ce que tu dis parce que justement dans l'éveil de la conscience et dans le cheminement personnel, souvent on va avoir l'impression quand on commence ce travail-là d'avancer, mais il y a beaucoup de fois où on va retomber aussi et de se retrouver, on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on retombe dans nos vieux patterns aussi. Donc c'est d'être capable de l'afficher sur les réseaux sociaux, de dire que dans la vraie vie, c'est pas toujours tout beau. C'est vraiment une force que tu as, je trouve. Ben merci. Ouais. Non mais c'est vrai parce que j'essaie souvent de le prendre comme... J'ai ce grand... on en a parlé 1000 fois, mais j'ai tout le temps ce problème-là de mettre en avant. D'ailleurs, le podcast aujourd'hui, de lancer la chaîne, etc. Ça fait des années que ça trotte dans ma tête, mais j'ai jamais franchi le cap parce que les gens veulent bien te suivre dans la vie, mais il faut que tu donnes de ta personne. Tu vois, ils ont envie de te voir toi, ils ont envie de... Et c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai envie. Donc, il va falloir que je deal avec aussi. Oui, tout à fait, parce que les gens, tu sais, moi, tous ceux et celles que je suis ou qui m'inspirent, ce sont des gens que j'ai envie d'en connaître, d'en savoir sur eux. J'ai envie de savoir c'est quoi leur quotidien, j'ai envie de savoir c'est comment ils pensent, j'ai envie de savoir c'est quoi leurs outils, tu sais. J'ai envie de connecter avec ces gens-là, même si c'est sur le virtuel. On connecte avec ces gens-là. Les gens qui nous inspirent, là, on a le goût de connecter vraiment avec eux. Puis souvent, quand ils nous inspirent, c'est parce qu'ils nous élèvent. Donc, on a envie d'en savoir plus. Donc, de s'afficher publiquement, socialement, je pense que c'est important pour créer cette connexion-là, justement. Et je me suis rendu compte, tu sais, j'ai suivi plusieurs
Tu sais, les 2 ans de temps d'arrêt qu'on a eu, là, tu sais, mondialement parlant, moi, je m'en suis servi justement pour me former. Je me suis dit, je peux moins travailler, ou du moins, je peux pas travailler de la façon que je le faisais avant. Donc, j'ai été chercher ma formation en kinésiologie holistique et en yoga thérapie. Et je me suis rendu compte, premièrement, que l'humain ne se connaît pas, que l'individu ne se connaît pas, et c'est la source de ses plus grands problèmes. À partir du moment où on apprend à se connaître, et ce qu'il faut faire, c'est plonger à l'intérieur de soi, donc prendre des temps d'arrêt, reconnaître ses besoins, reconnaître ses limites, vraiment se poser des questions, aller chercher des listes, là, carrément. Moi, je me servais beaucoup de la communication non violente dans les listes de besoins et tout ça, pour apprendre qui je suis. Tu sais, on sait souvent, OK, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, mes défauts, OK, ça, on en connaît plus sur notre signe astrologique, souvent, que sur nos besoins et nos limites. Mais ça fait partie de qui on est vraiment, tu sais. Donc, de faire ce travail d'introspection-là, moi, ça m'a grandement aidé à me solidifier dans qui je suis et à accepter qui je suis, vraiment. Puis après ça, je me suis rendu compte que, c'est tout le monde. La plupart des gens, si on ne fait pas ce travail de cheminement et de croissance personnelle-là, ce plongeon intérieur, on n'a pas une vie épanouie, on n'est pas épanoui, on ne se connaît pas. Donc, j'aide justement en accompagnement holistique et spirituel les gens à apprendre à se connaître, à faire ce plongeon intérieur-là, d'établir la liste des besoins, les limites, Et les justement, attentes. comment tu l'établis, cette liste-là? Parce que souvent, on sent dans notre vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a envie de changer, un ras-le-bol, peu importe, et ça peut être... On peut mettre ça sur le dos de n'importe qui, n'importe quoi, mais comment on fait la liste de ces besoins-là? Comment on y arrive, en fait, Très simple. Moi, je me sers beaucoup du journaling dans la vie, là. Moi, j'écris sans bon sens. Donc, j'ai mes journaux et là, j'ai pris la liste des besoins de la communication non violente, puis j'ai listé tous les besoins qui sont essentiels pour moi. Tu sais, on en a, là, les besoins principaux là, de la pyramide de Maslow, OK, on les connaît, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres besoins qui doivent être remplis par nous, nourris par nous principalement. Donc là, moi, j'ai sorti la liste. C'est des besoins que je ne savais même pas. Tu sais, OK, oui, j'ai ce besoin-là, mais je n'aurais jamais pu le nommer comme ça. Fait que j'ai fait la liste de tous ces besoins-là. Ensuite, j'ai noté 1 à 10. 10, hey, je ne peux pas m'en passer. C'est comme le toit sa tête. Puis 1, tu sais, c'est moins important, mais il est quand même là dans mes besoins. C'est quand même à combler, oui. J'ai vraiment noté tout ça. Après ça, j'ai mis highlight tous ceux que déjà je comble moi-même. T'sais. Puis après ça, j'ai travaillé sur ceux qui sont moins accessibles ou qui étaient moins naturels pour moi. Donc, quelqu'un qui se cherche un peu, même sans le savoir, c'est un exercice quand même assez facile à faire. Tout à fait. Il peut le faire chez lui, tranquille, prendre le temps de faire son petit carnet, de noter ses choses. Oui, tout à fait. Après ça, moi, j'ai fait la liste de mes limites. De mes limites avec mes relations interpersonnelles, de mes limites dans mon horaire, mettons. Tu sais, c'est où moi je dois me rendre, puis je ne veux pas dépasser ça pour ne pas déranger mon équilibre. Souvent, on doit les dépasser pour le savoir. Mais un coup qu'on le fait, on le sait, on établit un peu la liste des limites, puis comme ça, c'est comme, mon Dieu, c'est comme un portrait de soi-même, là. Ça fait vraiment du bien de se déposer là-dedans puis de dire, OK, mais moi, j'ai ces besoins-là, ça, je vais travailler ça un peu. Tu sais, il y a comme un plan, tu sais, de cheminement personnel et c'est extrêmement valorisant de faire ça et satisfaisant. Tu as l'impression d'y travailler tous les jours, ton cheminement personnel? Est-ce qu'à un moment, tu as atteint quand même un certain niveau de certitude, c'est pas le mot, mais... Moi, je te dirais d'équilibre. D'équilibre. Il y a des périodes de ma vie, comme exemple, cette période-ci, c'est une période où je me sens vraiment très en équilibre. Ceci étant dit, c'est le travail d'une vie, parce qu'il y a des expériences, des relations, il y a plein de choses extérieures qui vont entrer dans nos vies pour venir créer les déséquilibres, pour renforcer ou travailler certaines choses ou aller se connaître encore plus, guérir certaines affaires. Fait que c'est le travail d'une vie. Fait qu'il y a un déséquilibre à un moment donné qui se réinstalle, mais moi, le travail d'introspection, il est super important. Dès que ça arrive, je prends un pas de recul, j'arrête littéralement, je prends le temps. Ça peut être un samedi toute la journée, ça peut être un week-end, ça peut être 2 heures un soir où est-ce que je me dis, OK, là, ça va pas. J'ai vraiment des ajustements à faire, je me sens complètement dans le chaos. Et comment tu fais quand ça t'arrive à un moment comme ça, par exemple, parce que c'est le cas qu'on vit
tous, je pense, c'est comment on gère les émotions à ce moment-là. Parce que souvent, ce qui va être le plus facile, dans un moment où, où on se perd, où quelqu'un nous dit quelque chose qu'on prend de façon très personnelle, c'est souvent la colère qui va embarquer, ou en tout cas l'incompréhension. Comment on fait pour ne pas réagir instantanément? Ça, c'est un travail que je fais moi personnellement, parce que j'ai beaucoup de mal là-dessus. Mais comment, s'il y a une personne qui nous écoute et qui se sent comme ça en ce moment, comment elle peut commencer à être mieux là-dedans? C'est sûr que si on prend la colère, quand on est rendu au bout, c'est très difficile à maîtriser. Il faut moi j'ai trouvé des canals pour canaliser mes émotions un peu au fur et à mesure. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non. Puis des fois, ça peut péter. Puis souvent, ça va péter avec mes enfants. Parce que c'est comme ça la vie. Mais avec le temps, c'est comme si on apprend un peu à canaliser ces émotions-là, beaucoup en exprimant. Souvent, ça va être des expériences qu'on va vivre avec d'autres personnes en relation. C'est là qu'on apprend le plus sur soi. Et que ça nous challenge le plus aussi. Donc, de commencer par l'exprimer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis ça encore, je vais nommer la communication non violente dans l'expression de tout ça. C'est vraiment, s'il y en a qui ont besoin d'outils, là, moi, j'irai chercher une formation en communication non violente individuellement et peut-être en couple. Là, c'est vraiment très puissant. Puis après ça, c'est de voir, OK, là, je l'ai nommé, j'ai adressé tout ça, la colère est là, OK, je vais la canaliser. Comment je fais? Moi, mes systèmes de canalisation, c'est beaucoup par le corps en mouvement. Il faut que cette énergie-là, les émotions, c'est comme si c'est vraiment de l'électricité. Là. On devient électrique, littéralement, il faut que ça sorte. Et moi, c'est vraiment le sport. Fait que, tu sais, si c'est vraiment très fort, je vais mettre Eye of the Tiger dans mes oreilles, puis je vais partir courir un bon coup, suivre une bonne shot, ça va me faire du bien. Et la tristesse, ça va être beaucoup par l'écriture que je vais l'évacuer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, je vais écrire parce que dans la tristesse, je n'aurai pas l'énergie nécessairement pour aller courir. Ça va être très, très doux. Ça va être un yoga très, très doux. Mais la colère, ça a une puissance phénoménale. On peut aller monter une montagne, aller en nature pour vraiment s'épurer. Ça va être important de le faire. D'ailleurs, tu parles d'ouvrages ou de choses que tu aurais lues. Peut-être qu'à la fin du podcast ou dans les liens, on pourra peut-être mettre quelques ouvrages que toi, tu aimes bien, qui sont intéressants. S'il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui se sent vraiment perdue, par quoi elle pourrait commencer? C'est dur comme question, peut-être. Oui. Mais c'est dur parce qu'on se retrouve personne à la même place quand on commence. Il y aurait plusieurs avenues. Moi, je dirais de commencer, si vous avez envie de commencer par le corps, allez vous chercher un cours de yoga à quelque part. Commencez tout simplement par aller bouger un peu ou faire quelque chose que vous aimez avec le corps en mouvement. Si vous sentez vraiment que c'est au niveau psychologique que vous avez besoin, c'est certain que moi, je recommanderais d'aller voir un professionnel pour commencer à épurer un petit peu ça. Pour se faire, l'accompagnement est vraiment important, là, surtout si on souffre de troubles ou si on souffre de maladies mentales. Ça va être vraiment important d'aller adresser ça à des professionnels. Mais tu sais, si on sent juste qu'on est éteint puis qu'on aurait besoin de se sentir mieux, commencer à écrire. Ça peut être de bouger, ça peut être de commencer à écrire, tu sais, comment je me sens tous les jours un petit peu. Mais c'est vrai que de mettre le corps en mouvement, quand on commence le yoga, des fois un peu par hasard ou sans penser que ça va être une discipline qu'on va nécessairement aimer. Au début, on le fait pour le côté sportif. Athlétique. Il n'y a que les gens qui n'en font pas, qui ne pensent pas que c'est sportif, mais c'est une vraie discipline sportive quand même. Mais finalement, plus on chemine là-dedans et plus le corps bouge, plus on a envie d'aller vers autre chose. C'est drôle, ça a pris quelques années et tu as envie d'aller vers le plus spirituel, d'aller vers la méditation, beaucoup. Donc, Mais c'est sûr que moi, ce serait le point numéro 1. Où est-ce que j'ai un bémol, puis je voudrais encourager tous les hommes qui vont nous écouter, qui vont écouter ce podcast-là. Parce que je suis un peu tout seul, je peux le confirmer. À aller dans une salle de yoga. Dans le yoga, on n'est pas dans la performance, pas du tout. On est dans la connexion. Le yoga, là, c'est l'union entre le corps, le cœur et l'esprit. Donc, on veut s'unir soi-même. On veut s'unir à soi, tout simplement. C'est l'intention première du yoga. Donc, c'est même pas genré, là. Ça a été créé même par des hommes. Mais ici, arrivé en Amérique du Nord... C'était plus pratiqué par des hommes à l'époque. Exactement. Puis ici, ça a été adopté par les femmes. Mais moi, mon conseil ultime, ce serait aux hommes de dire « Allez dans des salles de yoga, puis infusez-vous de ça, puis apportez votre énergie, apportez votre essence. » On a besoin des hommes aussi dans les salles de yoga, comme les hommes ont besoin de yoga dans leur vie aussi, définitivement.
Ouais, je les invite à le faire pour l'avoir découvert. 5 ans maintenant que tu pratiques. Mais ouais. Un vrai yogi, là. Ouais. Puis effectivement, c'est une porte qui ouvre sur l'accès de l'être après. C'est vraiment une belle porte d'entrée. Avant de venir, je t'avais demandé de penser à un ouvrage. Ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, ça pourrait être un film, que selon toi, tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie ou lu une fois dans sa vie. Est-ce que tu en as un ou... C'est sûr que, tu sais, 4 accords Toltec, tous ces espèces d'ouvrages-là un peu... oui, on n'est pas dans la psychologie pure, là. Moi, j'adore la psychologie humaine, mais là, on est vraiment plus dans, justement, l'ouverture d'esprit. C'est une bonne porte d'entrée vers quelque chose de Oui. mieux. Vraiment, ouais, c'est facile à lire, c'est pas très gros comme bouquin. Oui, tu sais, tout ce qui est White Café, ça, c'est plus romancé puis encore plus accessible au début, là. Je dirais que ça, ou Le plan est toujours parfait aussi, là, c'est vraiment des ouvrages qui sont très accessibles au début de notre parcours. Puis à un moment donné, on a le goût d'aller dans des choses un petit peu plus profondes, puis là, on peut s'en aller dans d'autres ouvrages, mais ça, c'est très accessible. Au niveau des documentaires, moi, j'adore aussi les documentaires. Celui qui m'a le plus marqué, celui qui, je vais l'avoir écouté 4-5 fois, là, déjà. Tony Robbins, je ne sais pas si tu connais ce grand conférencier-là américain, c'est un homme avec une puissance de frappe vraiment très, très grande au niveau de notre esprit. Parce que c'est comme s'il nous donne l'énergie pour vraiment s'accomplir et vraiment défoncer les portes. Il y a vraiment une super belle histoire personnelle, lui. Tu sais, l'homme qu'il est très inspirant et l'homme qu'il est devenu. Donc, son histoire personnelle est vraiment inspirante. Mais ce qu'il a développé aussi, puis ce qu'il offre comme conférence, c'est vraiment de prendre le potentiel de l'humain, puis pas juste de le garder potentiel, de l'exploiter vraiment, puis de l'exploser. Le documentaire sur Netflix, il est vraiment incroyable. Je note. Puis... tu finis ce documentaire-là, t'es comme « Oh mon Dieu, sky's the limit! » là. Puis c'est pas irréaliste, là. C'est juste les vraies affaires qui sont dites, tu sais, là-dedans, puis que tout dépend de toi. T'es responsable de ta vie, t'es responsable de tes choix, t'es responsable de l'état dans lequel t'es. T'es responsable de ton bonheur, qui est un état d'esprit. Comment tu fais? Tu sais, c'est vraiment de prendre la responsabilité entière de notre vie. Fait que lui, ça a été marquant, ça n'a pas de sens. Puis après ça, l'autre documentaire qui est un peu plus poussé, dans le sens qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est le documentaire Heal. Heal, c'est guérir, là, en anglais, mais ça nous parle vraiment de notre capacité, la capacité de notre cerveau et notre être à s'auto-guérir. Fait que là, on s'en va vraiment dans une sphère spirituelle, puis de croissance personnelle assez incroyable, où il y a vraiment des témoignages des gens qui ont vécu. Tu sais que la science est rendue loin maintenant aujourd'hui, mais elle est très peu avancée sur ce que l'être est capable de faire. Mais tant et aussi longtemps que ça reste dans la sphère du potentiel, on peut pas y toucher. Fait que c'est vraiment à travers ces histoires-là qui sont vraies qu'on peut se rendre compte à quel point on est des êtres puissants à travers toute notre vulnérabilité humaine, tu sais. Et on a la chance, aujourd'hui on parlait du yoga qui est très à la mode, mais le développement personnel, le cheminement, la spiritualité, la méditation, tout ça c'est très à la mode aussi. Et pour ceux qui n'aiment pas bouquiner, parce qu'il y en a plein qui lisent pas beaucoup, on a la chance d'avoir énormément de documentaires qui parlent de ça maintenant sur Netflix, sur toutes les plateformes. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée justement pour... Documentaires et podcasts. Je vais en profiter là, pour nommer les podcasts parce que justement, c'est très accessible. Tu es dans la voiture. À place d'écouter les nouvelles, moi, je vais prendre le temps de le nommer. Là. Moi, ça fait 8 ans que je n'ai plus d'abonnement là, à la télé, là. Ni j'écoute pas la radio non plus. Donc oui, je connais les grandes lignes des nouvelles parce que je veux rester connectée sur le monde, mais ça va changer rien au monde que tu l'écoutes ou pas, que tu le saches ou pas, en fait. Exactement. Que je sois dans tous les drames là, qui arrivent sur la planète, en tout temps, ça ne changera rien à personne. Absolument. Puis moi, je vais être dans des très, très basses vibrations, donc j'ai coupé tout ça. À la place, dans l'auto, soit j'écoute de la musique, moi je me sers beaucoup de musicothérapie, ou bien des podcasts.
Et c'est pour ça qu'avec Hors Focus, on veut ramener un petit peu ce temps-là. J'invente pas le podcast, hein, il y en a des merveilleux, j'en écoute énormément aussi. Mais souvent, je trouve que... Moi, je viens du corpo, on fait beaucoup de vidéos corpo avec N3 Prod. Et je trouve ça très dommage de ne plus avoir le temps de laisser parler les gens, de ne plus avoir le temps de s'exprimer. On est obligé de découper parce que les gens veulent faire des 1 minute 30 parce qu'il faut que ça passe sur les réseaux sociaux. Et c'est une vraie frustration quand tu crées du contenu parce que je croise tellement de gens qui auraient des choses à raconter et qui n'auront jamais la place pour le faire. Donc j'espère au moins qu'on aurait pu apporter ça aujourd'hui déjà. Puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres. J'invite les gens à écouter des podcasts. Oui, puis dans le fond, c'est de ça aussi se responsabiliser sur ce qu'on met dans notre tête, ce qu'on met dans nos oreilles, ce qu'on met dans notre bouche. Tout ce qu'on ingère, peu importe la façon qu'on l'ingère, par quel trou. C'est pas que la nourriture, en fait. C'est pas que la nourriture, mais il y a la nourriture émotionnelle, la nourriture psychologique, la nourriture spirituelle. Donc, tout ce qu'on ingère est aussi de notre responsabilité. Là, on va le nommer comme ça, là, dans le sens que si on ingère de la merde à longueur de journée en se nourrissant des drames de la planète, c'est sûr. Je suis désolée, mais c'est ce qu'il va avoir dans notre essence, dans qui on est, dans nos vibrations, dans notre champ vibratoire. Ça va être la peur de ça, ça va être la tristesse de ça, puis on n'aidera personne. C'est dans notre lumière, c'est dans notre force, c'est quand on se tient debout, dans notre alignement, puis dans notre pouvoir personnel, qu'on peut donner à ce monde. Fait que de se nourrir, de se remplir, c'est hyper important de le faire de façon responsable. Est-ce qu'on reste là-dessus ou pas? Parce qu'il y aurait encore des milliards de choses à se dire, mais il faut qu'on arrête à un moment. Ouais. Merci beaucoup, Karine. C'est franchement pas un exercice facile, mais c'était quand même sympa, non? Oui, tout à fait. On a bien fait ça ou pas? J'ai adoré, même si j'ai le tout de bras tout rond. Alors, les gens nous diront si ça se voit à l'image. Non, franchement, merci beaucoup. C'était pour un premier rendez-vous. Je pense qu'on a bien fait ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'on se reverra avec joie pour d'autres épisodes. On a toujours plein de choses à se raconter. On pourra le faire ici. Tout à fait. On n'est pas si mal installé. Et puis en tout cas, bonne continuation à toi. Moi, je te retrouve très vite dans mon studio préféré. Et de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté. Namasté. Yeah! Cool! Ouais. Merveilleux! Ça a bien été. Ouais.